Alors, pour vous introduire à la sculpture digitale, à proprement parler, on va créer une sphère rapidement. Edit, avec l'image 3D. Puis je vais vous expliquer un petit peu donc comment tout ça fonctionne. Alors, si vous cliquez simplement sur votre modèle, on ajoute de la matière. Et ça, c'est parce que par défaut, The Add est activé. Si vous appuyez sur The Sub, ça va être l'inverse, c'est-à-dire si je clique sur mon modèle, ça va plutôt creuser mon modèle plutôt que d'ajouter de la matière. On va laisser par défaut. Généralement, The Add est toujours par défaut. Ensuite, juste en dessous, vous avez l'intensité de votre brush. Donc, si je joue avec l'intensité que je mets à 70, ça va me donner quelque chose de complètement différent. Si par exemple je mets 10, le résultat sera beaucoup plus subtil. On le voit quasiment pas. Vous voyez ? Ensuite, la manière, donc là je vais revenir à la valeur par défaut, 25 à peu près. Ensuite, la taille de la broche, en fait, le double cercle rouge que vous avez à l'écran ici, on peut le modifier de deux façons. Vous pouvez le modifier au niveau du cercle externe et au niveau du cercle interne. Alors le cercle externe, ça va être le Draw Size ici, ou S. Et quand vous appuyez sur S, vous allez avoir un petit slider qui va apparaître et qui va automatiquement disparaître si vous éloignez un tout petit peu du slider. Donc le truc en fait, c'est de ne pas rester appuyé sur S, et on appuie juste sur S pour laisser apparaître le slider, et dès l'instant où on s'éloigne un peu trop, il disparaît. Donc S comme ça, j'augmente. Je peux faire la même chose avec O, qui est en fait la focale ici, et O, ça va être le cercle interne. Voilà. Et ensuite, vous allez voir donc que le résultat est complètement différent. À noter aussi quelque chose d'assez important quand même, si vous maintenez enfoncé Alt, ça va faire l'inverse. Ok, donc quand vous avez The Add d'activer par défaut, quand vous cliquez sur le modèle, ça va ajouter de la matière. Et quand vous appuyez sur Alt en même temps que vous cliquez sur le modèle, ça va venir creuser le modèle. Maintenant qu'on a vu donc la taille finalement de la broche, qu'on a vu comment par défaut on pouvait interagir et avec quelle puissance, on va s'attarder un petit peu plus sur finalement la broche principale et la manière dont elle se comporte sur le modèle. Par défaut, vous allez toujours avoir ce qu'on appelle la broche standard. Pour y avoir accès à tout moment, c'est BST. Alors, B, c'est pour broche. S, c'est la première lettre de la broche à laquelle vous voulez avoir accès. Et ensuite, T, c'est pour standard. Vous avez aussi BMV pour move, BDS pour le dame standard, mais pour le moment, on va aller sur le BST pour standard. Ensuite, vous avez la manière avec laquelle cette broche va interagir avec votre modèle. Vous avez plusieurs choses ici. On va regarder uniquement ces trois-là, et le dernier, ces deux-là, on va les réserver quand on va voir tout ce qui est la couleur et la texture dans ZBrush, dans une autre partie. Ensuite, vous avez l'alpha. Donc l'alpha, c'est une manière de contraindre un petit peu le comportement de notre broche. Et ensuite, on a la texture, c'est-à-dire qu'on peut, en même temps qu'on sculpte, on peut aussi appliquer une couleur. Alors, si on regarde de plus près les comportements qu'on peut avoir pour chaque broche, on a le dot, le drag rect, le freehand et le drag dot. Les deux autres, comme je l'ai dit, on va les voir plus tard. Donc le dot, finalement, et le freehand, c'est assez proche. On va réduire un peu la taille pour vous montrer. C'est quand même assez proche. Regardez ici, là je suis en dot, CTRL Z, je viens ici, je vais faire un freehand. On est quand même dans la même catégorie de broche, enfin de comportement de broche. Il n'y a rien d'extraordinaire là, que vous utilisiez l'un ou l'autre, ça ne changera pas grand chose. Ensuite, le drag rec ici, il est assez spécial parce que lui, il va fonctionner généralement avec un alpha. Donc je vais vous montrer avec un alpha ce que ça donne. Ici, j'ai pris le alpha 33 qui est disponible ici. Voilà. Et là maintenant, je vais faire un drag sur mon modèle. Et voilà ce que ça donne. Alors on va augmenter la densité pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne. Alors, certains d'entre vous pourraient se poser la question, pourquoi est-ce que je ne vois pas complètement tout mon alpha? La simple raison là-dedans, c'est que entre le cercle central et le cercle extérieur, il y a comme un effet de fall-off. Donc, si vous voulez avoir l'entièreté de votre alpha,
il faut appuyer sur O pour laisser apparaître le slider et aller complètement à gauche. Et vous allez voir maintenant que tout est à 100% et que là je peux avoir... Ah, évidemment, j'ai pas assez de définition, puis ça on va venir un peu plus tard sur tout ce qui est définition du modèle 3D. Mais vous voyez, je peux maintenant facilement créer quelque chose à partir d'un alpha. Je peux le faire aussi avec Alt. Vous voyez, c'est assez simple. Ensuite, on a en fait le drag dot qui est presque la même chose en fait. Là, ça va correspondre à la taille en fait de ma broche. Et regardez, là, je peux comme positionner en fait l'alpha sur mon modèle comme ceci. Pas mal cool. Ensuite, j'aimerais qu'on parle du lazy mouse. Alors, pour bien montrer c'est quoi, je vais appuyer sur O, je vais réduire maintenant de nouveau ma focale. Je vais repasser en mode vraiment standard, donc je vais replacer en mode dot et puis je vais désactiver l'alpha. Peut-être réduire un petit peu le size. Puis là, si je dessine sur le modèle, si vous voyez bien, juste à côté du curseur qui a la forme d'une croix, il y a comme une petite ligne rouge qui apparaît et on a comme un effet ici de step. Ok, ça, c'est le lazy mouse en action. CTRL Z. Le lazy mouse, c'est dans Stroke ici. Et vous avez le lazy mouse qui est sûrement activé par défaut. Et si par exemple vous augmentez le step, et ici, on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le comportement initial. Une fois CTRL Z. Alors, vous pouvez ici vous amuser avec les différents ajustements. Mais si vous voulez un mouvement beaucoup plus fluide, vous le désactivez, ou c'est aussi, vous pouvez appuyer sur L pour le désactiver, et là vous voyez, ça va être beaucoup plus intéressant, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. À noter quand même qu'il y a un avantage à utiliser le lazy mouse, si on vient ici dans le stroke et qu'on le réactive, si on met le lazy step à 0 et qu'on met un petit peu plus fort le lazy smooth et le lazy radius, on va voir en fait que on est capable d'avoir une ligne, on va contrôler en fait, hein, ça va uniformiser notre mouvement pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide au niveau de la ligne. Donc c'est quelque chose à considérer si jamais ça vous intéresse. De mon point de vue, ces 5 brushes sont parmi les plus importantes de ZBrush. Alors, on a déjà vu le standard. Vous avez aussi le Move, le BMV, qui lui va déplacer des morceaux entiers de la géométrie. Vous avez le BCL, qui est quand même assez proche du standard, mais un peu plus agressif, et il va se comporter quand même de la même manière, ou du moins c'est ce qu'ils essayent de faire, de la même manière que la clé se comporte sur des modèles réels, dans la vraie vie, dans les sculptures traditionnelles. Vous avez le dam standard aussi, qui vous permet d'avoir des pics ou des creux. Et vous avez le H polish, qui lui vous permet d'avoir des surfaces relativement clean. Alors, pour ces 5 brushes ici, vous avez des alternatifs. Vous avez le BMT et le BME pour le Move. Donc T c'est pour topologie et E c'est pour élastique. Donc c'est un Move élastique ici et un Move topologique ici. Pour le BCL, le clay, on a le BCT qui est le clay tube. Donc il est plus agressif que le clay original. Pour le BDS, beaucoup de personnes aiment le BPI, qui est en fait le pinch. Personnellement, je préfère le BDS, mais rien ne vous empêche d'aller checker un petit peu c'est quoi le pinch. Ce que je reproche un peu au pinch, c'est le fait qu'il modifie la géométrie différemment du BDS, et je préfère largement comment la géométrie est modifiée par le BDS. Et pour le polish, alors le polish c'est un peu particulier, parce que le polish, là on a le BHP, mais on a aussi le polish normal et le S-polish. Donc c'est des variantes de celui-là. Moi je préfère la variante la plus agressive qui est le H-polish. Mais l'alternative ce serait le BTD qui est le Trim Dynamic. Alors quand vous allez utiliser ces brushes ici, j'aimerais que vous portiez une attention particulière à la taille de votre brush, à la focale de votre brush et aussi à l'intensité que vous allez utiliser. Ces 3 éléments-là sont souvent sous-estimés et sont pourtant capitaux pour réussir à bien sculpter un modèle. Donc prenez ça en note, S, O et U, c'est très important de savoir les utiliser au bon moment. Une autre chose qui parfois est sous-estimée, c'est le zoom. Donc n'hésitez pas à zoomer in et out par rapport à votre modèle.
ça va vous permettre de travailler de manière différente et parfois de manière plus efficace. Avant de vous faire une petite série de vidéos pour vous illustrer l'utilisation de toutes ces brushes, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour parler des tablettes écran. On laisse un petit peu de côté les tablettes classiques, hein, parce que peu importe ce que vous allez prendre, généralement ça fonctionne très très bien. Mais là, on est plus dans l'ère des tablettes écran depuis quelques années, et même si Wacom a une bonne longueur d'avance sur la plupart de ces challengers, ben, Ouyon est quand même pas mal. Ça fait 3 ans que j'ai des Ouyon, ça fonctionne très très bien. À U4 Montréal, nous en avons une cinquantaine à peu près, même un petit peu plus, il me semble, et on n'a jamais eu de problème. Alors c'est sûr qu'au niveau qualité et technique, c'est légèrement en deçà de Wacom, et d'un autre côté, c'est 2 fois moins cher. Donc à vous de voir, renseignez-vous, vous allez voir, c'est assez frappant en fait. La différence entre les deux est assez minime et ça vaut parfois la peine de se lancer plutôt vers les challengers. Alors,
Dans la dernière vidéo, vous m'avez peut-être vu utiliser de temps à autre la touche Shift. Quand on appuie sur la touche Shift, ça nous permet d'accéder à un autre mode de sculpture, qui est celui du lissage. En fait, des modes de sculpture dans ZBrush, vous en avez 4. Vous avez le mode par défaut, donc le mode où vous allez sculpter le modèle véritablement. Vous avez le mode Shift, donc qui va vous permettre de lisser les informations que vous avez sur votre modèle. Vous avez le mode Masking, qui va vous permettre de masquer des zones et de pouvoir éviter de travailler justement sur ces zones-là. Et vous avez après le dernier mode, qui s'appelle le mode d'isolation, qui vous permet de déterminer des zones, c'est-à-dire vraiment d'isoler des zones du subtool pour travailler uniquement sur ces zones-là. Donc pour vous montrer rapidement, parce que je vais passer plus en détail là-dessus, on va prendre ce modèle-là comme exemple. On va désactiver le miroir. Donc si je dessine simplement, si je sculpte simplement avec le standard, voilà ce que ça me donne. Je peux aussi donc creuser, évidemment. Donc ça c'est le mode normal. Maintenant, si j'appuie sur Shift, là ça va me permettre, vous voyez, de lisser les informations que je viens tout juste d'ajouter. Si maintenant j'appuie sur CTRL, ça va me permettre de créer une sorte de zone un peu plus sombre. Et maintenant, si je sculpte autour, vous voyez, même si je sculpte dessus, je ne peux pas sculpter sur cette zone masquée, je peux maintenant l'enlever en faisant ça. Et vous avez aussi la possibilité donc d'isoler, on va dire une partie du subtool. Alors évidemment là j'ai plein de subtools ici, mais je peux me mettre en mode solo, donc ne voir uniquement que ce subtool, mais je peux aller encore plus loin avec Shift, CTRL, je peux venir isoler une partie du modèle pour travailler essentiellement sur celui-ci. Alors, si on regarde de manière un petit peu plus détaillée comment les modes fonctionnent, une chose assez importante qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque mode dispose de valeurs qui lui sont propres. Pour bien l'expliquer, là, le mieux c'est de vous le montrer. Donc, regardez bien ici, là, je suis en mode standard, j'ai un drag rect en comportement, j'ai un alpha de sélectionné, j'ai une intensité de 22, et donc je vais positionner mon alpha comme ça, sur mon modèle. Donc, maintenant si j'appuie sur Shift, regardez bien ce qui se passe au niveau de la focale, regardez bien ce qui se passe au niveau de l'intensité ici, regardez aussi ce qui se passe à ce niveau-là. Si j'appuie sur Shift, regardez ce qui se passe ici. Regardez ici, donc l'intensité change, la focale change, la brush change aussi, parce que c'est une brush spéciale de lissage, et le comportement de ma brush change également. Donc si je suis à 100%, le lissage va s'effectuer de manière assez rapide, CTRL Z, mais donc je peux changer aussi l'intensité et mettre beaucoup plus de temps pour arriver au même résultat d'il y a quelques secondes. Ça peut être avantageux quand même de pouvoir régler justement cette intensité selon certains cas. Vous avez un autre mode, donc le mode masking, qui lui est un petit peu plus complexe que le mode de base, j'ai presque envie de dire, le mode de sculpting et le mode de lissage. Pour moi, ça reste des modes assez simples. Le mode de masking, lui, est assez, on va dire, plus complexe. On va activer la symétrie ici, CTRL Z, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on peint en fait avec le mode masking, on peint et c'est du RGB. Donc le RGB, c'est donc ici. Et donc l'intensité ici va être différente. Là je suis avec une pression à 100%. Si je change maintenant, regardez, je suis avec CTRL là, mais je vais changer l'intensité, je fais la même pression. C'est pas du tout la même chose. Donc déjà, première chose à savoir avec le masking, c'est qu'on peint en fait le masque avec des valeurs RGB qui sont modulables ici. Ensuite, là j'ai intentionnellement cherché la partie sur laquelle je veux travailler. Alors, je vais remettre ici à 100% pour pas avoir de problème plus tard. Alors pour l'inverser, vous pouvez faire CTRL-I, ou vous pouvez aussi, simplement avec CTRL appuyé, vous pouvez cliquer une fois sur le canevas. Et là maintenant, je peux faire la même opération que tout à l'heure, on va enlever le miroir. Et là, avec ça, je m'assure en fait
que mon alpha, pardon, ne va pas déborder sur le reste de mon modèle. Et ensuite, pour enlever l'alpha, et c'est là où des fois c'est assez spécial ZBrush, pour enlever l'alpha, il faut faire comme si on sélectionnait du vide avec CTRL. Et voilà. Donc c'est très 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 spécial les modes, surtout le mode masque. Il est assez spécial aussi quand vous êtes en contrôle. Vous voyez là, par défaut je suis en masque, mais si je clique ici, je peux aller chercher le lasso qui peut être aussi très utile pour aller chercher des zones comme ça. Une autre chose qui est très très intéressante, c'est que si je fais avec CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je clique sur le modèle, regardez ce qui se passe au niveau de mon masque. Les bordures du masque deviennent de plus en plus floues. CTRL Z. Si je fais avec, par contre, CTRL ALT, ça va être l'inverse. Ça va le rendre beaucoup plus précis. Donc vous voyez qu'avec le mode masque, on a, on va dire, beaucoup plus de possibilités. Je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Et au niveau du masque, vous avez pas mal de choses à voir. Alors où est-ce qu'il est, voilà, masking ici. Vous avez plein de choses qui existent ici par rapport au masking, au mode masking. Mais je vous ai donné là, on va dire les shortcuts les plus utilisés. Donc, c'est-à-dire, on va, pardon, j'ai pas pris le bon. Hop, voilà, donc on peut chercher le masque, on peut l'inverser, et ensuite on peut travailler directement dessus. On peut, vous voyez, là je peux m'amuser à changer le comportement. Et je pourrais exactement faire la même chose, donc avec CTRL, on lance ça comme ça, CTRL, je peux aller chercher un drag rec, je peux aller chercher un alpha, et là c'est carrément un masque que je vais, un alpha, pardon, que je vais utiliser comme masque. Et ensuite, quand je vais sculpter, ça va être un résultat qui va être complètement différent. Le dernier mode, le mode isolation, fonctionne de la manière suivante. Je vais isoler le corps de mon personnage et je vais vous montrer donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, je vais CTRL SHIFT, je vais donc isoler une partie de mon subtool. Et là, la question va se poser à un moment donné ou à un autre, comment est-ce que je récupère l'ensemble de mon subtool? Et là, on va se dire, bah, ça doit être sûrement comme le mode masking, c'est-à-dire je fais CTRL SHIFT, et puis je sélectionne rien, enfin je sélectionne du vide. Hein. Et ben non, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va me faire l'équivalent de faire un clic sur le canvas, c'est-à-dire d'inverser ma sélection. Pour récupérer ma sélection, ça va être donc contraire à ce qu'on pourrait imaginer par rapport au mode masking, c'est-à-dire CTRL SHIFT, et vous devez cliquer sur le canvas pour récupérer votre modèle au complet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin ce qui est intéressant au moins un petit peu, c'est que si on repasse en mode classique, c'est-à-dire avec tous mes subtools, pardon, j'appuie sur W. Tout à l'heure, j'en ai parlé au tout début en fait de cette formation. Je vous ai parlé ici de certains icônes, mais on n'a pas vu celui-là. Celui-là, ça vous permet de déplacer ou faire de la manipulation en fait sur plusieurs subtools. C'est-à-dire si je clique là-dessus, maintenant je me retrouve dans un mode un peu étrange. Et ce mode, en fait, me permet, si je fais CTRL-SHIFT, donc on est un petit peu dans ce même mode d'isolation. Et là, je vais pouvoir sélectionner ce que je veux déplacer. Donc, ce qui est grisé va ne pas être déplaçable, ou ouais, déplaçable, manipulable, alors que le reste, ici, l'ensemble des subtools, je vais prendre les yeux aussi, je pourrais très bien dire, je déplace, oula, ça marche pas bien, CTRL-Z, on va enlever la symétrie, voilà. Je peux déplacer une partie de mes subtools parce que ça, c'est activé. Et ça, ça fonctionne avec le même principe, en fait, que le mode sélection. Donc, c'est à savoir, en fait. Ensuite, vous avez une autre chose qui est très intéressante avec ce mode spécial d'isolation, en fait. Là, je vais reprendre encore une fois en mode solo mon personnage. Je vais mettre en mode Draw, avec Q. Et là maintenant, je vais faire CTRL-SHIFT et je vais aller me mettre en mode lasso, puis je vais sélectionner comme ça une partie de mon personnage. Je vais remettre la symétrie, et je vais faire maintenant CTRL-W. Je vais mettre le polyframe, là, je vais enlever le line, là, on voit juste les couleurs. CTRL-W, ça me permet d'assigner un nouveau polygroupe. Un polygroupe, donc, c'est juste, en fait, un groupe de faces à qui je donne une couleur. Maintenant, si je fais Shift, CTRL et je clique sur le canvas, je me retrouve avec un modèle qui a deux polygroupes. Je peux continuer, je peux donc
maintenant cliquer sur mon modèle, ou du moins sur le polygroupe qui m'intéresse. Donc il se met en mode isolation. Et là maintenant, je vais sélectionner cette partie. Je vais faire CTRL-W. Je clique encore une fois sur le canevas. Je vais resélectionner ici. Il faut faire attention parce que si vous prenez Edge, il va vous enlever un Edge Loop en fait. Donc il faut appuyer sur Poly. Voilà. Je vais aller chercher par exemple le coup. Comme ça. Même chose. Et en fait, ça vous permet comme ça d'avoir plusieurs groupes au sein du même subtool. Et si par exemple je veux juste travailler sur la main, ben, je pourrais l'isoler, travailler uniquement sur la main, ensuite je clique sur le canevas et je récupère tous mes morceaux. Évidemment, on le désactive simplement en désactivant le polyframe. Je désactive mon mode solo et je reviens à mon personnage. Donc le mode est assez spécial, comme vous avez pu le voir, mais il permet quand même pas mal de petites choses très intéressantes.